quelque chose a bougé dans l'ombre au cours des 72 dernières heures, un mouvement sismique dans les bas-fonds géopolitiques que les caméras des grands médias ont complètement raté, pendant que le monde fixe le chaos de surface, l'Iran a lancé un transfert à haut risque de son actif le plus volatile, son uranium. Pour comprendre la gravité de ce moment, il faut regarder les données brutes derrière ce déplacement. Selon des canaux diplomatiques de haut niveau cités par le média israélien Israel Hayom, les dirigeants iraniens auraient conclu un accord de principe pour déplacer l'ensemble de leur stock d'uranium enrichi au-delà de leurs frontières souveraines. Ces informations viendraient aussi de sources présentes au sein de la branche exécutive des États-Unis et des réseaux de renseignement clandestins du Moyen-Orient. On parle ici de 460 kg d'uranium, déjà enrichi à un niveau de pureté de 60%. Pour mettre cela en perspective, le seuil critique requis pour une ogive nucléaire fonctionnelle est de 90%. Même si cet écart de 30% peut sembler important pour le grand public, il faut comprendre la physique de l'enrichissement. C'est pas une progression linéaire, c'est une progression exponentielle. Des physiciens du nucléaire et des experts en armement confirmeront que, dans des conditions de laboratoire optimales, franchir la distance entre 60% et 90% ne demande ni une décennie de développement, ni même une année de travail industriel. Le processus peut être achevé en quelques semaines. Sur papier, ce stock de 460 kg représente assez de matière fissile pour fabriquer environ 11 ogives nucléaires. Laissez ce chiffre précis s'imprimer dans votre esprit, 11 ogives potentielles. Et en ce moment même, pendant que vous regardez, l'Iran est au milieu d'une opération logistique visant à en transférer chaque gramme. Mais voici le mystère central qui hante en ce moment toutes les agences de renseignement, de l'anglais au Mossad, un mystère que vous n'entendrez pas dans les bulletins du soir. Personne ne peut dire avec certitude où ce matériau est en train d'aller. Ce n'est pas une simple zone grise du renseignement, c'est un blackout total. Les mêmes sources diplomatiques qui confirment le transfert livrent actuellement des versions contradictoires sur la destination. Plusieurs puissances mondiales figurent sur la courte liste des destinataires possibles. L'identité du pays qui prendra possession de ce matériau ferait immédiatement basculer l'équilibre mondial des forces de manière fondamentale. Il ne s'agit pas d'un geste humanitaire ni d'un accord standard de non-prolifération né d'un désir de paix. Il s'agit du retrait stratégique de 460 kg de matières proches du grade militaire à l'extérieur du théâtre actif d'une guerre chaude. Celui qui intercepte ce matériau acquiert le levier le plus important de la scène internationale. Pour comprendre pourquoi ce transfert d'uranium se produit maintenant, il faut élargir le cadre et regarder le paysage général du conflit, que la plupart des gens vivent à travers des manchettes fragmentées. Nous sommes présentement à une quarantaine de jours d'un conflit qui a officiellement éclaté le 28 février 2026. Ce jour-là, les États-Unis et Israël ont mené une frappe chirurgicale de haute intensité qui a décapité la direction iranienne. Cette attaque a coûté la vie au guide suprême et à plusieurs commandants militaires de premier plan, tout en détruisant des infrastructures de défense essentielles. Le consensus dans les couloirs de Washington voulait que l'Iran se fracture sous le poids d'un coup aussi dévastateur. Les planificateurs s'attendaient à un effondrement total, convaincus qu'un gouvernement iranien désespéré et brisé finirait par ramper jusqu'à la table des négociations pour mendier des conditions. Cette erreur de calcul constitue un cas d'école de la façon dont l'Occident comprend mal, à un degré profond, l'état d'esprit stratégique iranien. Au lieu d'imploser, l'Iran a exécuté une seule manœuvre dévastatrice. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Par cette seule décision, il a pratiquement tranché la gorge du marché énergétique mondial, coupant d'un coup 20% de l'approvisionnement mondial en carburant. L'économie mondiale a commencé à vaciller en temps réel. Au Bangladesh, un pays de 170 millions d'habitants, les lumières ont commencé à vaciller, faisant de lui la première nation moderne à faire face à un épuisement total du carburant. Les Philippines ont été forcées de déclarer un état d'urgence énergétique nationale. Même l'Allemagne, colonne vertébrale industrielle de l'Europe, a dû adopter une posture défensive désespérée, annonçant
qu'aucun citoyen de sexe masculin de moins de 45 ans ne pouvait quitter le pays pendant plus de 90 jours sans autorisation militaire express. C'est le langage d'une conscription. C'est le comportement d'un pays qui se prépare à une guerre à l'échelle du continent. L'Iran n'a pas cédé. Au contraire, il a forcé le monde entier à se plier à sa volonté. Nous nous retrouvons maintenant dans une réalité où le conflit entre dans son deuxième mois. À la lumière des ravages économiques, l'administration Trump a tenté d'ouvrir la porte à un règlement. Washington a déposé une proposition globale en 15 points, tandis que l'Iran a répondu avec son propre cadre en 10 points. Ces délégations se sont rencontrées à Islamabad les 11 et 12 avril, mais le dialogue s'est désintégré presque immédiatement. La raison de cet échec est essentielle à comprendre. Pendant que les diplomates américains parlaient d'une cessation des hostilités, l'armée américaine, elle, les intensifiait activement. Le 13 avril, la marine des États-Unis a lancé un blocus complet du littoral iranien. C'était une démonstration de force massive impliquant 10 000 militaires et des dizaines de navires de guerre avancés, représentant près de 10% de la puissance navale totale des États-Unis. Puis, hier seulement, le 10 à 9 avril, l'USS Bruin, un destroyer américain, a ciblé la salle des machines d'un navire marchand iranien, le MV Tuska. Après avoir neutralisé le navire, des marines américains ont procédé à une opération d'arraisonnement et de saisie. L'Iran n'a pas perdu une seconde pour qualifier l'acte de piraterie maritime parrainé par l'État. En date d'aujourd'hui, le 20 avril, le ministère iranien des Affaires étrangères s'est officiellement retiré du second cycle de pourparlers de paix. Son porte-parole l'a dit sans détour. Les gestes de Washington prouvent qu'il n'a aucune intention sérieuse d'arriver à une résolution pacifique. Ce n'est pas seulement une rhétorique enflammée. C'est un pivot calculé. Pensons à la récente entrevue accordée par Qasem Jalali, ambassadeur d'Iran en Russie, à la publication Vimosi. Il a déclaré que tout ce que les États-Unis n'avaient pas réussi à gagner sur le champ de bataille, ils ne l'obtiendraient jamais à la table des négociations. C'est pas le cri d'une victime. C'est la déclaration froide d'un État qui croit avoir l'avantage dans une guerre d'usure. Et quand on regarde les données brutes, cet argument est loin d'être faible. Quand les gens analysent cette guerre, ils se perdent souvent dans les broussailles de l'idéologie religieuse ou du théâtre politique, mais la vérité se trouve dans les mathématiques de la symétrie. Regardons le coût réel du blocus naval. Pour maintenir ce périmètre, les États-Unis ont engagé plus de 10 000 marins et 10% de leur flotte mondiale afin d'intercepter, au total, peut être 25 navires commerciaux. Maintenant, regardons le bilan du côté iranien. L'Iran a saturé le détroit d'Ormuz de mines navales, créant une zone mortelle de près de 100 km pour un coût de seulement quelques millions. Pour contrer ces mines peu coûteuses, les États-Unis sont forcés de risquer des destroyers de classe Harley-Burke, chacun évalué à plus de 2 milliards, en les envoyant directement dans la zone de danger pour ouvrir un passage. On parle ici de quelques millions de dollars d'explosifs rudimentaires face à des milliards de dollars de matériel naval d'élite. Pendant que Washington affirme avoir neutralisé 95% de la capacité minière de l'Iran, cette statistique est volontairement trompeuse. En raison de la stratégie de défense en mosaïque de l'Iran, un système où les 30 et une province fonctionnent comme des cellules de combat autonomes et décentralisées, le 5% restant suffit largement à garder le détroit fermé. Il n'est pas nécessaire d'avoir une flotte immense pour transformer un passage étroit en cimetière maritime. Il suffit d'une poignée d'obstacles bien placés. C'est le cœur de la guerre asymétrique. L'Iran ne cherche pas à couler l'US Navy dans une bataille conventionnelle. Il cherche à faire monter le coût de la guerre à un niveau tel que le contribuable américain et le marché mondial finissent par exiger qu'elle cesse. À l'heure actuelle, les calculs favorisent nettement l'Iran. Cela nous ramène à la tension centrale de toute cette crise, l'uranium. Même si le pétrole et l'hégémonie comptent certainement, le stock d'uranium demeure la principale source de l'angoisse viscérale ressentie dans toutes les capitales du monde. L'Iran possède actuellement 460 kg de matière à 60 pour 100 de pureté, un fait vérifié par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Comme nous l'avons vu, il ne lui manque que quelques semaines pour atteindre le seuil de 90%. En pratique, l'Iran n'est qu'à un tour de tournevis de devenir un État doté de l'arme nucléaire.
Voilà pourquoi la position américaine dans les négociations s'est concentrée presque exclusivement sur 3 exigences. La destruction totale des sites d'enrichissement de Fordo, Natanz et Ispahan, le retrait immédiat de 100% du stock enrichi hors du sol iranien et un moratoire de 20 ans sur tout enrichissement futur. L'Iran a rejeté ces conditions, mais avec une nuance fascinante. Il ne refuse pas de déplacer l'uranium, il refuse de l'envoyer aux États-Unis. Selon les plus récentes informations, la destination la plus probable de cette réserve de 460 kg serait la Russie. C'est le détail qui change tout et c'est aussi celui que personne n'explique correctement. Pourquoi les États-Unis ne peuvent-ils pas simplement prendre possession du matériau ? Cela semble être la solution logique, mais les raisons de cette impossibilité révèlent tout ce qu'il faut savoir sur l'état actuel de la confiance mondiale. La première raison, c'est l'absence totale de foi. L'Iran ne croit pas une seule seconde que les États-Unis agiraient comme gardiens neutres ou honnêtes de cette matière. Ce n'est pas seulement une question de vieux griffes, c'est aussi une question d'histoire récente. En 2010 à 8, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du plan d'action global commun, le JCPOA. L'Iran a vu un traité international signé être jeté à la poubelle pendant que les sanctions étaient réimposées malgré sa conformité. De leur point de vue, remettre l'uranium à Washington reviendrait à voir un braqueur remettre son arme à la police avant même que la voiture de fuite soit arrivée. Ils abandonneraient leur seul vrai moyen de dissuasion, sans aucune garantie que le blocus serait levé ou que les sanctions seraient retirées. Étant donné que les États-Unis arraisonnaient des navires iraniens tout en parlant de paix à Islamabad, le refus de Téhéran de faire confiance à Washington relève d'une logique pure de survie. La deuxième raison tient à la réalité politique intérieure américaine. Prendre possession de 460 kg d'uranium proche du grade militaire créerait aux États-Unis un cauchemar administratif et juridique. Qu'est-ce que le gouvernement en ferait concrètement ? Le stockage d'une telle matière sur le sol américain déclencherait une tempête politique des deux côtés de l'échiquier. Un camp y verrait une menace sécuritaire inacceptable, tandis que l'autre y verrait un trophée de guerre. Il n'existe aucun cadre légal ou réglementaire permettant aux États-Unis d'accepter un transfert aussi massif provenant d'un État hostile en pleine guerre. Il faudrait une intervention du Congrès, de nouveaux protocoles de sécurité et un niveau de coopération bureaucratique qui n'existe tout simplement pas dans le climat polarisé actuel. C'est une impossibilité administrative. La troisième raison, et peut être la plus importante pour la direction iranienne, la survie intérieure. Pour les restes du gouvernement iranien, remettre directement leurs joyaux stratégiques aux Américains constituerait un acte d'humiliation publique si profond qu'il déclencherait probablement un coup d'État. Ce serait l'image d'une capitulation totale devant l'entité même qui a tué leurs dirigeants et qui étrangle actuellement leur économie. Le président du Parlement iranien a déjà qualifié les conditions américaines de conditions de reddition et non d'accord de paix. En revanche, transférer cette même matière à la Russie raconte une toute autre histoire. La Russie est un allié stratégique. C'est le partenaire qui a maintenu ses techniciens nucléaires sur le terrain dans les installations iraniennes, même pendant que des munitions américaines tombaient. Déplacer l'uranium vers la Russie peut être présenté au public iranien comme un repositionnement stratégique intelligent entre alliés, et non comme une capitulation devant le grand Satan. C'est la seule façon pour les dirigeants iraniens de sauver la face tout en désamorçant la tension nucléaire. Enfin, il faut considérer les ambitions propres de la Russie. Moscou se prépare à ce rôle depuis des mois. Sergueï Lavrov a déjà admis que la Russie fournissait du matériel militaire à l'Iran tout au long de cette guerre. Les médias d'État russes ont laissé entendre qu'il y aurait eu partage de renseignements et de technologies de drones. La Russie est aussi, depuis des années, le principal maître d'œuvre du programme nucléaire civil iranien par l'intermédiaire de Rosatom. Elle a déjà le personnel, les infrastructures et les protocoles juridiques nécessaires pour gérer cette matière. Si la Russie devient la gardienne de l'uranium, elle devient le gardien incontournable de toute l'architecture sécuritaire du Moyen-Orient.
Aucun accord de paix ne peut se faire sans elle. Aucun mécanisme de surveillance ne peut fonctionner sans son autorisation. Sans tirer un seul coup de feu, la Russie sortirait de cette guerre comme l'arbitre suprême du rapport de force. C'est une démonstration majeure de manœuvre géopolitique. Et cela se déroule pendant que tout le monde se laisse distraire par les derniers tweets et les escarmouches navales. Mais il existe une couche encore plus profonde à cette histoire, et elle nous oblige à regarder vers l'Asie de l'Est. La crise énergétique provoquée par le blocus d'Ormuz a envoyé des ondes de choc au Japon et en Corée du Sud, les forçant à revoir complètement leur posture de sécurité. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, ces pays regardent sérieusement la possibilité de développer leur propre dissuasion nucléaire. Les données ici sont saisissantes. Un sondage de la Sun Institute montre que 66% du public sud-coréen appuie maintenant la création d'un programme national d'armes nucléaires. Cette poussée d'appui découle d'une prise de conscience grandissante. La protection américaine n'est plus une certitude. Lorsque l'administration Trump a redéployé des batteries antimissiles du système THAAD de la Corée du Sud vers le Moyen-Orient, elle a envoyé un message clair à Séoul, vous êtes une priorité secondaire. Regardons maintenant le Japon. Même s'il ne possède pas d'armes aujourd'hui, il dispose de 45 tonnes de plutonium de qualité militaire, dont 8 tonnes sont déjà sur le sol japonais. Il a les missiles, les aéronefs et la capacité technique pour franchir l'écart en quelques mois. C'est ce que les experts appellent la latence nucléaire. Les dirigeants actuels du Japon ont déjà commencé à laisser entendre que les anciens principes non nucléaires pourraient appartenir au passé. Maintenant, relions ces éléments à l'uranium iranien. Si le monde voit l'Iran conserver son importance stratégique et survivre à une guerre tout en gardant intacte son infrastructure nucléaire, même si l'uranium physique est déplacé vers la Russie, quelle sera la leçon pour Séoul et Tokyo ? La leçon, c'est que la capacité nucléaire constitue la seule véritable police d'assurance dans un monde instable. Si le Japon et la Corée du Sud avancent vers l'armement nucléaire, la Chine a déjà clairement indiqué qu'elle verrait un tel mouvement comme une déclaration de guerre. On se dirige alors vers une possible réaction en chaîne, capable de produire un monde comptant une douzaine d'États dotés de l'arme nucléaire dans la région la plus densément peuplée et la plus vitale sur le plan économique de la planète. Et tout cela est lié à ce stock de 460 kg. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous faisons essentiellement face à deux trajectoires distinctes, et elles sont toutes les deux chargées de danger. La première est la solution russe, où l'Iran envoie l'uranium à Moscou et où les États-Unis acceptent cela comme une victoire tactique. En surface, cela arrête la guerre immédiate. Le détroit rouvre et les bombardements cessent, mais en réalité, cela ne règle rien. L'Iran garde ses scientifiques, ses centrifugeuses et son savoir institutionnel. La Russie devient plus puissante que jamais et à tout moment, le matériau pourrait être envoyé ou l'enrichissement pourrait reprendre à partir de zéro. Ce n'est qu'un pansement temporaire sur une blessure systémique. La deuxième trajectoire est l'effondrement total de la diplomatie. À l'heure actuelle, le 20 avril, l'élan penche vers cette issue. L'Iran s'est servi de la saisie du MV Tuska pour quitter la table. Trump a répliqué par des menaces visant les infrastructures civiles iraniennes, les réseaux électriques, les usines de traitement d'eau et les universités. Si la guerre s'aggrave au point où les systèmes civils de survie deviennent des cibles, il n'y aura plus de retour facile. La défense en mosaïque dont j'ai parlé plus tôt garantit que les combats se poursuivront même si le gouvernement central tombe. C'est un mécanisme de l'homme mort conçu pour rendre la paix impossible. Du côté américain, le processus décisionnel semble de plus en plus isolé du réel. Dans le bureau ovale, les échecs tactiques sont présentés comme des triomphes stratégiques. C'est ainsi que commencent les guerres mondiales. Ce que nous venons de voir rappelle qu'en géopolitique, les plus petits chiffres, comme 460 kg, peuvent déplacer les plus grandes montagnes. Les prochaines 48 heures seront une course folle contre la montre. L'armée iranienne prépare sa réponse, le blocus américain se resserre et les médiateurs pakistanais regardent leur travail s'effondrer. Pendant ce temps, la Russie attend dans l'ombre le moment où elle deviendra indispensable. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici.
Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.